Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne l'audition d'Alexandre de Juniac. C'est le PDG d'Air France. Il est entendu par les sénateurs dans un contexte bien particulier puisque nous sommes en effet au 3e jour d'une grève des pilotes d'Air France. Ils protestent contre une proposition de loi UMP qui vise à encadrer le droit de grève afin de mieux informer en amont les passagers. Les pilotes demandent le retrait de la principale disposition de ce texte qui est examiné ce matin même par la Commission des affaires sociales du Sénat. Principale disposition qui impose donc aux grévistes de se déclarer individuellement 48 heures à l'avance. Alors tout de suite, place au direct. Bonne matinée à tous. Bien, Monsieur le Président, nous vous accueillons ici après Madame de Kervillers, mais que vous connaissez, suite à un rapport remarquable qui a été fait au Conseil économique, social et environnemental, présidé par Monsieur Delevoye. Et donc, dans la suite des auditions, je sais que ce matin, vous devez être très pris. Vous avez d'autres préoccupations, sans doute. On imagine, en tous les cas, indépendamment des conditions climatiques, qu'il peut y avoir un autre environnement qui pourrait vous occuper. Et en tous les cas, je vous laisse tout de suite la parole pour présenter à la fois Air France, KLM, enfin SkyTeam, etc. Et donc aussi, bien sûr, répondre aux questions de nos commissaires qui, sans doute, vont être relativement nombreuses par les temps qui courent. Vous avez seul la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. Pierre Hérisson, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je ne vais pas exposer trop en détail pour ne pas ensevelir la Commission sous un excès de chiffres et de faits. La situation de la compagnie, simplement vous la décrire en quelques mots et qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes dans la situation économique difficile dans laquelle la compagnie est, les mesures que nous avons prises et le plan de retour à l'équilibre et de développement que nous avons pour la maison. Comme vous savez, le transport aérien dans le monde et en France est caractérisé par 3 tendances lourdes qui n'étaient pas celles qu'il connaissait il y a 10 ans ou qui se sont renforcées par rapport à celles d'il y a 10 ans. La première, c'est l'apparition d'une concurrence très nouvelle qui, pour le groupe Air France KLM, grignote, disons, la position d'Air France KLM comme des compagnies historiques par le bas, c'est l'arrivée des low cost, notamment sur son réseau court et moyen courrier, phénomène qui est mondial, puisqu'il y a des low cost européennes que vous connaissez, il y a des low cost en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Deuxième apparition d'une concurrence extrêmement difficile pour nous sur le long courrier, apparition de compagnies d'envergure mondiale qui sont les compagnies du Golfe, dont les contraintes économiques ne sont pas tout à fait toujours les mêmes que les nôtres et dont en tout cas l'agressivité commerciale, la compétence technique est très grande et vient attaquer les parts de marché des compagnies traditionnelles sur les vols long courriers, notamment ceux pour nous à direction de l'Asie, pour faire simple, à grands traits. Troisième élément, le Air France KLM est basé en zone euro. Et évidemment, les difficultés de la zone euro depuis 2008, accentuées depuis maintenant quelques mois, et les perspectives de croissance ralenties de la zone euro pèsent sur les perspectives de trafic et puis évidemment sur le trafic lui-même, puisque que ce soit les passagers venant des entreprises ou les passagers qui sont sur des lignes pour des raisons touristiques ou de loisirs, sont plus attentifs, même si nos chiffres actuellement pour les engagements futurs ne sont pas trop mauvais, je tiens à le dire pour l'instant. Donc nous retenons notre souffle. Ce contexte concurrentiel extrêmement difficile, c'est à ce contexte concurrentiel structurel difficile, s'ajoutent 2 éléments conjoncturels importants. Un prix du pétrole qui est très élevé, nous étions ce matin à 116 $ pour le baril, avec un euro qui a plutôt baissé depuis quelques mois. Donc le prix exprimé en euros, ce qui nous intéresse nous directement, est à un niveau historiquement élevé.
Premier point. Deuxième élément, la conjoncture économique héritée de 2008 fait que nous n'avons pas, finalement, après le choc subi en 2009, retrouvé, évidemment, et de loin, les niveaux de trafic et les performances économiques pour la maison. Ceci explique que, depuis 4 ans, Air France est confronté à une situation financière extrêmement tendue. Je voudrais la caractériser par 3 éléments. Le premier, c'est que pour la 4e année consécutive, le résultat d'exploitation de la maison Air France sera négatif et sensiblement négatif. Deuxièmement, nous ne finançons pas depuis 4 ans nos investissements. Nous avons maintenu un niveau d'investissement très élevé. Je crois qu'il faut à la fois s'en féliciter, puisque comme ça nous avons maintenu le niveau et la qualité de notre appareil de production, mais au détriment de nos capacités financières, puisque la maison ne génère pas suffisamment de cash flow pour payer son développement. Troisième élément, et c'est la conséquence, la dette de la maison du groupe Air France KLM a été multipliée par par 2,5, 3 presque, passant de un peu plus de 2,5 milliards à 6,5 milliards en fin d'année 2011. Donc, nous sommes soumis à une contrainte financière extrêmement forte, à une rentabilité insuffisante, ce qui explique notamment, et je n'y voyais pas là une quelconque révérence envers quelconque marché, mais une baisse très substantielle de notre cours de bourse, de plus de moins 70% sur l'année 2011. Ce qui nous met dans une position qui est évidemment un peu difficile quand il faut négocier avec des partenaires ou utiliser nos actions si on veut payer en titres. Voilà. Notre monnaie, pour l'instant, n'est pas assez évaluée pour la monnaie Air France. C'est ce qui explique qu'à la mi-janvier, nous avons présenté au CCE un plan dit plan de transformation de la maison Air France. Pourquoi plan de transformation? Je m'arrête un instant sur ce mot, il n'a pas été choisi au hasard. Il n'a pas été choisi au hasard parce qu'il ne s'agit pas de prendre un ensemble de mesures conjoncturelles pour redresser le cap pas d'un navire qui serait temporairement sorti de la route. Il faut transformer la maison Air France pour améliorer structurellement sa compétitivité, pour qu'il puisse faire face aux enjeux structurels que j'ai mentionnés en introduction. Ce n'est pas par des mesures temporaires ou conjoncturelles que nous pourrons résister soit au low cost, soit aux compagnies du Golfe, soit faire face à une conjoncture économique défavorable en Europe. Ce sont par des mesures structurelles de réforme de la compagnie Air France. Ces mesures, sont vraies pour l'ensemble du groupe Air France KLM. Elles sont différentes pour Air France et KLM. La situation des 2 maisons n'étant pas la même, sachant que le niveau d'effort demandé aux 2 est comparable. Le plan Transform 2015 porte en effet pour la maison Air France sur le rétablissement de 2 milliards d'euros de cash flow, ce qui est un effort très très important. Pour KLM, c'est environ 900 millions. Donc l'ensemble de ce plan permet une réduction de la dette de 2 milliards à l'horizon 2014. Alors vous allez me dire pourquoi 2,9 milliards alors qu'on veut réduire de 2 milliards? Simplement parce que nous avons voulu prendre une provision pour aléa au cas où le prix du pétrole augmenterait, au cas où la conjoncture ne serait pas aussi bonne. Je crois qu'il est sage dans un secteur comme le secteur aérien qui est très cyclique, qui est très dépendant de variables exogènes. Je cite des variables économiques. Je voudrais vous dire que la variable climatique n'est pas totalement négligeable non plus, que la variable technique est évidemment là, parfois la variable sociale, mais j'y reviendrai peut-être si vous le voulez tout à l'heure. Voilà. Donc pour se prémunir de ces aléas, nous avons donc un plan extrêmement ambitieux en termes de restauration de la capacité financière. 2 autres objectifs nous ont été assignés par le conseil d'administration du groupe Air France KLM, au-delà de la réduction de la dette, la restructuration du réseau court et moyen courrier, qui concentre l'essentiel de nos pertes, même un volume plus important que la perte du groupe, compensé donc par les meilleurs résultats que font notre activité industrielle et notre activité long courrier. Et d'autre part, le retour à la compétitivité générale de la maison. Ce plan se décline en 2 phases. Il durera sur 3 ans. La première phase a été annoncée en 2015. Elle comporte un certain nombre, le 15 janvier, 2012. Elle comporte 3 séries de mesures.
des mesures de réduction ou de retardement de nos investissements pour un montant supérieur à 300 millions d'euros. Il s'agit principalement des mesures qui portent sur les investissements au sol et sur le report d'un certain nombre de livraisons d'avions. Le tout pour essayer de maintenir une flotte qui reste à un niveau constant. Donc pas d'augmentation de la flotte. Deuxième série de mesures, des mesures conjoncturelles, puisqu'elles devraient ne s'imposer que pendant une durée limitée. Ce sont des mesures principalement qui visent les coûts salariaux, le gel des salaires. Ces mesures n'ont pas vocation à perdurer au-delà d'une période de 2 ans. Pour être très précis, c'est le gel des augmentations générales de salaire. Et puis, troisième élément, des mesures structurelles. Je voudrais en citer une, par exemple. Ce sont des mesures d'économie de carburant, puisque le carburant, pour l'information de la Commission, c'est un tiers de nos coûts. Voilà, donc première série de mesures annoncées et immédiatement applicables à mi-janvier. Une deuxième série de mesures est en préparation et devrait être annoncée dans le courant du printemps et de l'été 2012. Elle porte sur des mesures structurelles de transformation de notre réseau court et moyen courrier, d'adaptation de notre réseau long courrier, d'adaptation de notre engineering et notre maintenance, d'adaptation de notre métier cargo. Par ailleurs, 3 autres chantiers horizontaux, la productivité et l'efficacité de nos méthodes de production. Deuxièmement, le renouveau de nos méthodes de management et d'organisation. Et troisièmement, l'investissement sur les produits et les clients, qui est la partie vraiment développement de la maison pour l'avenir. Ce plan de retour à la compétitivité, et je vais en finir là, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Retrouver la compétitivité pour Air France, c'est revenir à des résultats positifs, à une dette financière plus limitée, à un cash flow positif, c'est se donner les moyens de retrouver la croissance et le développement. L'objectif que nous avons assigné à Air France et au groupe Air France KLM à l'horizon 2016, c'est de se retrouver parmi les premiers mondiaux, peut-être le premier. Alors, je ne vais pas discuter sur la place, sachant qu'avec les compagnies du Golfe, dont une a acheté 93 à 380, le nombre de passagers 93 à 380, le nombre de passagers transportés internationalement par cette compagnie risque peut-être de dépasser celui d'Air France KLM. Mais l'idée, c'est 2016, le leadership mondial, que ce soit en nombre de passagers transportés, peut-être ex aequo avec une autre, et que ce soit en qualité de service et en niveau de prestation. Pour ça, il faut que nous ayons retrouvé notre capacité financière en 2014. Et que nous n'ayons pas abandonné les investissements dans 2 domaines absolument clés pour la compagnie, et nous ne le faisons pas même pendant ce plan d'économie et de redressement, les investissements sur la sécurité des vols et la sécurité au travail, absolument clés dans notre maison, et l'investissement sur tout ce qui est lié aux clients. Rénovation des cabines, amélioration des prestations à bord, rénovation des salons à terre. Voilà en quelques mots, pour ne pas alourdir les travaux de la Commission, les grandes lignes de ce plan, et nous sommes tout à fait disposés à répondre à toutes les questions que la Commission pourrait avoir à l'esprit. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Qu'on se comprenne bien, enfin, je sais pas, moi je m'attendais à ce que vous me fassiez une présentation un petit peu pédagogique, je dirais, entre Air France KLM, Air France et SkyTeam, et les chiffres correspondants en termes de chiffre d'affaires et de voir les enjeux qu'il y a derrière les deux, si vous pouvez, avant de donner la parole au commissaire. Très bien. Donc le groupe, donc Air France KLM, César. Air France KLM est donc un groupe composé de 2 compagnies aériennes, Air France KLM, 2 compagnies nationales, Air France pour la France, KLM pour les Pays-Bas, et d'un certain nombre de filiales qui sont les filiales régionales pour Air France, régionales que vous connaissez sans doute, Britair, Airliner et CityJet, et puis pour la compagnie KLM par City Hopper. Ce sont des compagnies mondiales qui opèrent une flotte d'un petit peu moins de 600 avions longs et courts et moyens courriers. Dans l'ensemble
d'un réseau international qui est le plus dense et le plus développé de l'ensemble des compagnies mondiales. Air France et KLM, de ce point de vue-là, se ressemblent par la qualité et la densité de leur réseau international. Air France, par ailleurs, dispose d'un réseau court et moyen courrier qui est beaucoup plus développé que celui de KLM, notamment du fait du territoire français, qui est évidemment beaucoup plus grand, et qu'il y a lieu de desservir, ce que KLM est évidemment, compte tenu de la taille du territoire hollandais, moins à faire, plus des politiques dites de hub, c'est-à-dire de nœuds de communication alimentés par le réseau court et moyen courrier, qui ensuite dispatche ses passagers sur des vols long courrier centrés sur 2 hubs qui sont Roissy-Charles de Gaulle pour Air France, Schiphol pour KLM. Sur la base, ce groupe, donc Air France KLM, constitué en 2004, est au centre d'un réseau d'alliances avec des partenaires. Ce réseau, c'est le réseau SkyTeam, dont les principaux partenaires sont pour l'Amérique du Nord Delta, qui est maintenant la première compagnie au monde en termes de nombre d'avions et de passagers transportés, si on compte les passagers transportés sur le territoire nord-américain intérieur. Et à nouer des partenariats avec de nombreuses compagnies européennes et internationales, au-delà de Delta, Alitalia, Aeroflot, China Southern, China Eastern, Kenya Airways, je ne voudrais pas en oublier, Korean, Saoudi. Donc voilà, l'idée, c'est de constituer un réseau de partenariat mondial dans lequel les partenaires s'échangent un certain nombre de données, ils opèrent des vols en commun, ils s'échangent des passagers, les programmes de fidélité sont mis en commun, ils ont un certain nombre de prestations communes dans les aéroports. Vous le voyez peut-être sur les guichets, il y a souvent des grands panneaux marqués Air France, KLM, Delta, Korean. Voilà, donc ils opèrent des moyens en commun au sol. Et cette alliance SkyTeam est une des 3 grandes alliances mondiales qui est confrontée à 2 grandes alliances concurrentes. Star Alliance, qui est principalement menée par Lufthansa et la compagnie United, maintenant fusionnée avec Continental, et l'alliance One World, qui est menée par British Airways avec American Airlines, qui est une brillante compagnie, mais qui est actuellement sous chapitre 11 aux États-Unis, c'est-à-dire en règlement judiciaire, s'il fallait reprendre une comparaison en droit français. Voilà. Ces alliances sont un élément évidemment absolument déterminant du développement d'Air France KLM, que ce soit évidemment sur l'Amérique du Nord, mais évidemment sur l'Asie, puisque nous avons réussi à inclure dans le périmètre de l'alliance China Eastern et China Southern, qui sont les 2 premières compagnies chinoises. Il n'est pas être grand clair que de prévoir que la Chine va avoir probablement des compagnies à la mesure du nombre de ses habitants et de sa puissance économique. Toujours, il y aura 1 milliard de Chinois qui vont voyager un jour. Donc voilà, voyageant probablement à travers les compagnies chinoises, et on aimerait qu'ils voyagent à travers les compagnies chinoises et à travers Air France, et en tout cas dans l'alliance SkyTeam. Pour l'instant, c'est pas si mal parti que ça. Que vous donnez d'autre en termes de chiffres? Donc le groupe Air France KLM, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 1 tiers pour KLM, 2 tiers pour Air France. C'est 4 métiers principaux, ce qu'on appelle le métier du passage, c'est le trafic de passagers, le métier du cargo, trafic de fret. Nous opérons une quinzaine d'avions, tout cargo plus des avions combinés. C'est une activité qui est plus réduite en chiffre d'affaires, mais qui est importante pour la compagnie Air France KLM. Plus développée du côté hollandais que du côté français. La Hollande étant une plateforme logistique, disons, quasi européenne. Voilà. Mais importante aussi sur l'aéroport de Charles de Gaulle, c'est très complémentaire. Une activité industrielle que nous appelons engineering et maintenance, qui travaille aux 2 tiers pour les compagnies Air France et KLM et 1 tiers pour les compagnies étrangères, et qui opère la maintenance des avions, des moteurs et des équipements, qui se développe à une vitesse assez grande, offrant ses services à d'autres compagnies, compte tenu du niveau technique, du niveau de sécurité et du niveau des installations industrielles qui sont vraiment probablement parmi ceux qui se fait de mieux sur cette terre en matière de maintenance de qualité industrielle. Absolument remarquable.
Et puis, j'ai dû oublier... oui, pardon, dans le métier passage, nous distinguons le court et moyen courrier qui est opéré sur des avions, disons, de petite taille, et le long courrier qui est opéré sur les longs courriers, Airbus et Boeing, et qui opèrent le réseau international hors Europe. Voilà, nos quatre métiers, dont le métier passage, se divise en deux. Merci, Monsieur le Président. La parole, j'ai 3 et 3, 6 et 2, 8 déjà demande de parole. Préférez-vous qu'on fasse question après question? Non, on va prendre une première salve et on va couper en deux. Très bien. Oui. Donc, Monsieur Fouché. Monsieur le Président, simplement une question qui concerne vos filiales, et notamment une de vos filiales qui est Regional Airlines, qui est détenue à 100% par vous depuis sa création. Et cette entreprise emploie, je crois, 1800 personnes aujourd'hui. Et elle dessert un certain nombre de destinations, je crois que c'est 45 destinations. Mais depuis quelques mois, les résultats de Régional sont fonction des lignes que loue à loue Air France. Et il semblerait, c'est ce qu'on m'explique, que le réseau de Régional soit en constante diminution, les lignes les plus rentables étant récupérées par Air France. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les choses vont évoluer. Il y a un projet que vous avez mis en place, Basse Province, qui a été adopté en accord avec les syndicats des pilotes de ligne. Et il semblerait que les salariés, les pilotes de Regional Airlines étaient exclus de cet accord. Donc ce qui m'intéresse de savoir, c'est l'avenir de Regional Airlines, naturellement. Et je ne sais pas si Regional Airlines concourt aussi aux appels d'offres, puisqu'on voit beaucoup de compagnies anglaises sur le territoire. Donc l'avenir de Regional Airlines, c'est une question importante. Monsieur Capot-Canelas. Oui, Monsieur le Président, d'abord merci de parler clair parce que vous avez évoqué à la fois des perspectives sur le moyen long terme qui sont mobilisatrices et un plan ambitieux de ce point de vue-là. Et puis vous avez évoqué sur le court terme des mesures de redressement qui sont sans doute douloureuses à mettre en place, mais qui témoignent d'une prise de conscience et d'une mobilisation de l'entreprise. Donc il y a un attachement fort à la compagnie sur les territoires aéroportuaires, mais au-delà, et on ne peut que se féliciter de ces deux points. Maintenant, le premier sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est comment organiser le dialogue social, comment l'organisez-vous pour obtenir l'acceptabilité de mesures qui sont douloureuses, je viens de le dire, et qu'on comprend sur le court terme, notamment gel de toute augmentation généralisée des salaires, un certain nombre de restructurations, les bases provinces et autres mesures qui sont sans doute nécessaires, mais voilà, comment organiser l'acceptabilité de ce plan-là et où est-ce que vous en êtes du dialogue social? Il y a une grève en ce moment, c'est pas l'objectif des grévistes. Néanmoins, ce sujet-là est quand même en toile de fond. Donc voilà, je crois que vous avez pris des mesures sur le sujet. On serait curieux de savoir comment vous pouvez gérer ce point-là avec les partenaires sociaux de l'entreprise. Deuxième point, vous avez parlé tout à l'heure sur le long terme de l'adaptation de l'ingénierie, de la maintenance, qui est un sujet fort dans la compagnie. Et puis vous venez de dire à l'instant qu'il y avait une excellence industrielle. Alors on a tous en tête que c'est un sujet majeur. On vient de parler d'industrie, de recherche, de développement tout à l'heure. C'est un point sur lequel Air France est présent. On peut que s'en féliciter. Mais comment vous gérez la concurrence avec l'étranger parce que les avions se déplacent par définition. Donc comment faire pour que ce domaine-là reste un domaine d'excellence et je crois qu'il y a des projets là-dessus. On peut que vous soutenir dans cette démarche-là. Mais comment dessiner la perspective? Voilà, ça fait déjà deux points importants. Troisième sujet, simplement, où est-ce qu'on en est sur le dossier Alitalia? Merci. Merci. La parole est à Roland Courteau. Oui, merci, Monsieur le Président. Une première remarque. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de la situation financière qui était particulièrement tendue. Chiffre d'affaires de 25 milliards. Je crois savoir que les investissements chaque année sont particulièrement importants. Pouvez-vous me dire de quel ordre? Pouvez-vous me dire également quelle est, pour Air France et KLM, la marge nette? Je crois savoir qu'elle est relativement faible. Deuxième remarque, la progression du trafic pourrait se traduire au plan mondial par un triplement du nombre de passagers en 2030. Cette progression est en effet liée à la croissance du PIB. Comment vous y préparez-vous? Troisième remarque, votre modèle de croissance pourrait être menacé, vous l'avez vous-même dit,
en court et moyen courrier par les compagnies à bas coût et sur les longs courriers par la puissance montante des compagnies dites du Golfe. Vous avez eu raison d'ailleurs de souligner que Emirates avait, je crois, commandé 100 Airbus A380, pendant que Air France, KLM et la Lufthansa, une quinzaine. En 5 ans, il est vrai que les compagnies du Golfe ont gagné 5 points de part de marché. Alors, si ce mouvement se poursuit, il pourrait aboutir à la perte de 11 000 emplois en Europe. Question, ne faudrait-il pas, je ne pense pas que vous me contredisiez là-dessus, ne faudrait-il pas apporter une attention particulière à l'ouverture de nouveaux droits de trafic à ces compagnies dites du Golfe en France et en Europe? Et, autre question, y aurait-il des distorsions de concurrence et lesquelles? Merci. La parole est à Monsieur César. Président, moi je voudrais rendre hommage à la qualité du transport d'Air France. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en pleine grève et ce qui est très désagréable, et certains de nos collègues comme moi, nous utilisons l'avion, les navettes en particulier, c'est d'apprendre au dernier moment que l'avion ne part pas. Ça, c'est très désagréable. Et je suis sûr que vous-même, Monsieur le Président, vous pensez qu'il faut mettre en place un service de prévention concernant les grèves. C'est l'objet aujourd'hui de la grève qui est reconductible, paraît-il, mais vous avez peut-être des informations plus que nous. Moi, je voudrais vous poser une question, Monsieur le Président, par rapport en particulier à ce qui concerne les alliances. Vous avez parlé de SkyTeam. Est-ce qu'au niveau du ciel européen, on ne pourrait pas imaginer beaucoup plus de rapprochement? Et je pense en particulier avec Lufthansa, qui est peut-être pour vous justement un point important. Voilà les questions que je voulais poser, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la dernière intervention dans cette première salve, Philippe Esnol. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, contrairement à mon collègue précédent, en tant que client, évidemment, je trouve aussi très désagréable les histoires de grève et d'être prévenu au dernier moment. Mais par contre, alors en tant que riverain, parfois c'est un vrai bonheur pour nous et on n'a jamais été aussi heureux que pendant l'éruption du volcan islandais. Donc, c'est pour faire une pointe d'humour, mais j'aimerais avoir votre sentiment de président d'Air France sur la mise en place de la descente continue qui est réclamée à corps et à cri par 6 millions de franciliens et sur lesquels on a des réponses de la DGAC ou de l'État qui sont un petit peu qui nous laissent dubitatifs. Voilà, j'aimerais savoir votre avis, d'autant qu'on a parfois des avis de pilotes de ligne en retraite ou en exercice qui iraient plutôt dans le sens de ce qu'attendent les populations riveraines. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole pour ces 5 premiers intervenants. Je vous signale, mes chers collègues, qu'il y en a encore 6 derrière. Et donc... C'est ça. Oui, mais il y aura un décollage. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, Régional est une de nos filiales qui opère sur les lignes transversales françaises et sur les lignes court courrier. C'est une société qui opère ce qu'on appelle des petits modules dans notre jargon. Des petits modules, c'est des petits avions. Il n'y a aucun élément péjoratif là-dedans. Simplement, c'est des avions de moins de 100 places, hein, ou inférieurs ou égaux à 100 places. Principalement faits par Embraer et Bombardier. Il faut que vous ayez à l'esprit 2 choses. Le coût d'exploitation au siège d'un petit module est le double de celui d'un A320. Voilà, ça c'est comme ça. C'est la contrainte technique de l'avion. Donc, ce qui nous impose évidemment 2 choses, de maintenir une politique de prix qui est assez élevée, puisqu'il faut bien compenser ce coût. Et la seconde chose, c'est de limiter le développement des lignes de régional, mais ça vaut aussi pour Britair, hein, sur les lignes sur lesquelles on peut trouver des passagers capables de payer. Il n'y a pas
on ne peut pas faire de miracle là-dessus. Hein. Donc c'est ce qui explique peut-être le sentiment que vous avez eu de voir Régional réduire son nombre de lignes, puisqu'on est obligé d'optimiser le nombre de lignes pour trouver les passagers qui sont un remplissage avec des passagers capables de payer un billet, disons, au niveau requis par les coûts d'exploitation. Il n'y a pas de cannibalisation d'Air France par Régional. Hein, c'est pas on essaye de trouver le meilleur équilibre en fonction des modules de chacune des compagnies. C'est vrai pour Britair. Pour compléter l'information de la Commission, si on met des turboprops, le coût baisse. Les turboprops, les avions à hélice, pardon, je suis confus ce jargon. Le coût au siège diminue sensiblement et d'ailleurs doit être probablement inférieur à celui des avions à réaction, même des A320. Seulement, commercialement, c'est très difficile parce que les passagers n'aiment pas ça. Enfin, un certain nombre de passagers veulent des jets et voilà. Donc, vous voyez, nous sommes entre un compromis à trouver, outre le fait que les turboprops sont plus lents. Voilà. Donc, nous essayons de gérer au mieux le compromis entre prix, confort des passagers, etc. Mais nous ne cannibalisons pas une compagnie par l'autre. Ceci dit, et c'est pour l'information de la Commission, Régional comme Britair, comme CityJet, comme Airliner font partie de notre réseau court et moyen courrier. Dans le projet de restructuration de notre réseau court et moyen courrier qui comprend ces 4 compagnies, plus les avions d'Air France qui opèrent le réseau court et moyen courrier, elles sont incluses et on va regarder comment est-ce qu'on optimise l'ensemble. Voilà, puisque c'est notre principal foyer de perte, malheureusement. Voilà sur le... peut-être. Si je peux compléter, les basses provinces, effectivement, sont venues substituer quelquefois des lignes opérées à des lignes opérées par Régional, des lignes opérées par Air France. L'accord qui a été passé avec Régional a été de remplacer nombre pour nombre les lignes en question par d'autres lignes qui n'opéraient pas auparavant. Bon, pour le reste, Régional bénéficie de tout l'apport sur Roissy, puisqu'ils s'occupent de transversales d'un côté, ils font des transversales d'un côté, et de l'autre côté, ils font des vols d'apport sur Roissy. Et globalement, le rythme de leur activité, je pense à l'année dernière sur Roissy, a évolué au même rythme que les correspondances long courrier, c'est-à-dire positivement. Enfin, quand des problèmes sociaux se posaient, je pense à la base de Marseille, nous avons eu un accord avec Régional, de telle sorte que les personnes qui étaient à Régional et qui souhaitaient venir à Air France ont eu, je pense à des PNC, puisque leurs bases de province sont essentiellement constituées par des personnels navigants commerciaux, ont eu la possibilité d'intégrer Air France. Ils ont subi une sélection privilégiée et sur les 15 qui étaient à Marseille, 12 ont intégré la compagnie Air France. Donc nous avons des échanges réguliers et donc pour les autres bases, ceci se passera de la même manière. Vous m'avez demandé ensuite comment est-ce que nous organisions le dialogue social. C'est un sujet assez vaste, comme vous pouvez l'imaginer, dans la société Air France. Il est organisé autour... Enfin, le pilier de ce dialogue social, et Jean-Claude Cross qui l'a mené pendant des années, je pense, complétera, c'est la construction d'accords avec les organisations professionnelles qui représentent les différentes catégories de personnel. Donc, il y a un cadre contractuel extrêmement riche, assez ancien, il y a des dizaines d'accords sur divers sujets, des conventions qui organisent le dialogue social. L'objet de notre plan de transformation, c'est pas du tout de remettre en cause ce dialogue social, c'est de bâtir un nouveau cadre contractuel qui soit adapté au nouveau modèle économique. Nous sommes en train de bâtir un nouveau modèle économique pour faire face aux compagnies du Golfe, au low cost, etc., tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il exige, face à cela, un nouveau cadre contractuel en matière sociale, avec probablement des efforts de productivité, avec probablement une plus grande flexibilité, et tout ça sera négocié au sein d'accords avec les organisations professionnelles. Pour faire cela, nous avons souhaité, et nous allons proposer aux instances du personnel le 10 février, c'est-à-dire vendredi prochain, un projet de dénonciation des conventions. Projet de dénonciation qui ne vise pas du tout à détruire le cadre contractuel, mais à le rénover. Et simplement, c'est un des moyens, il y en a d'autres, que nous avons choisi pour expliquer à l'ensemble des personnels et des organisations professionnelles que les accords doivent être regardés dans leur intégralité et que nous devons limiter le temps de la renégociation. Il faut renégocier, nous n'avons pas beaucoup le temps,
Malheureusement, personnellement, moi, je souhaiterais avoir du temps et j'aurais préféré éviter avoir à passer par ces étapes. Mais quand on a un résultat d'exploitation négatif de plusieurs centaines de millions pour la 4e année consécutive, je pense qu'il est temps de prendre le sujet à bras le corps et il n'est plus temps de tergiverser. Nous voulons organiser la négociation dans un laps de temps le plus réduit possible. Voilà, c'est ça qui nous guide, hein, bien sûr. Et donc un nouveau cadre contractuel le plus rapidement mis en place avec les organisations syndicales. Donc dans transparence, et on n'a rien voulu cacher, nous donnerons tous les benchmarks, toutes les comparaisons pour que le niveau des efforts à faire soit reconnu, accepté et partagé par l'ensemble des personnels. Nous avons imposé également une cour d'austérité à tous les niveaux hiérarchiques de la société, à commencer par votre serviteur et par la direction générale. Voilà. Puisqu'il était nécessaire que nous montrions l'exemple. Je ne sais pas si tu veux compléter ce point. Il n'est pas question de mettre à bas la politique contractuelle d'Air France, qui est une politique ancienne et nourrie. Je rappelle que nous venons de signer, y compris pendant cette période agitée, un accord sur le handicap, qui est le 8e du genre, un accord sur l'alternance, qui est le 6e du genre, c'est un accord triennaux, un accord sur la formation triennale, un accord sur les basses provinces, dont on avait parlé tout à l'heure, un accord qui doit être une première du genre sur les risques psychosociaux, donc sur la souffrance au travail, sur la l'égalité homme-femme, qui est le 6e aussi que nous ayons, des accords triennaux. Bref, la politique contractuelle, elle, n'est pas mise à bas par les mesures de restriction que nous sommes amenés à prendre. Deuxième chose, les mesures que nous sommes amenés à prendre ne visent pas à modifier ou à réduire les éléments substantiels du contrat de travail. Il s'agit de nous améliorer sur 2 domaines. Nous avons d'un côté une pente d'évolution de nos salaires de manière quasi automatique qui est trop forte, qui l'est depuis de nombreuses années, et nous avons d'un autre côté un temps de travail effectif qui mérite d'être amélioré. Ce sont sur ces 2 aspects qui ne touchent pas ni le salaire de base des personnes, ni les éléments substantiels du contrat de travail que nous souhaitons avec les partenaires sociaux progresser. Il faut savoir que nous avons des accords qui datent pour certains d'entre eux depuis le début des années 70. C'est une longue stratification et donc le volume des dénonciations que nous faisons peut donner le sentiment que nous allons bouleverser le paysage contractuel. Nous allons simplement le réformer dans l'esprit contractuel qui préside à la maison depuis toujours. Gérer la concurrence industrielle. Donc, nos activités industrielles gèrent 3 catégories d'activités. La maintenance dite avion, du fuselage, pour faire simple, hein, la maintenance moteur et la maintenance des équipements. Autant la maintenance moteur et la maintenance des équipements sont des activités à très très haute valeur ajoutée, dans lesquelles la qualification des personnels et la qualité technique de l'outil est absolument déterminante. Et Air France, venant d'industrie aéronautique, je me permettais d'avoir quelques lumières sur la question. J'ai rarement vu un outil industriel de ce niveau. Rarement. Hein. Pour la maintenance du fuselage, là aussi, nous avons essayé de pousser notre outil industriel au meilleur niveau, mais là, la concurrence des pays à bas salaire, puisque c'est une industrie de main-d'œuvre, est plus forte. Donc, nous essayons d'optimiser ça au mieux, en essayant de maintenir sur le territoire français, que ce soit à Paris, dans les bases industrielles que nous avons, ou à Toulouse, le maximum d'activité. Après, avec nos partenaires, nous essayons de voir s'ils peuvent amener des avions chez nous ou s'il faut que nous installions les activités industrielles chez eux. Parce que vous imaginez bien que les avions se déplacent, mais s'il faut qu'ils fassent de longs trajets pour venir se faire entretenir, c'est un coût supplémentaire. Donc, voilà le type de compromis que nous essayons de gérer. Pour l'instant, je crois, ça s'est fait au mieux. Alitalia, vous savez qu'Air France KLM à 25% dans le capital d'Alitalia. Alitalia qui a connu un retournement absolument spectaculaire suite à une quasi-faillite et au passage par ce qui ressemble à un chapitre 11 à l'italienne, si je puis dire. La compagnie Alitalia maintenant est revenue au meilleur niveau. Nous avons 25% avec un accord d'actionnaires qui bloque le tour de table jusqu'en janvier 2013. À partir de janvier 2013, le tour de table, les actionnaires italiens ne sont plus liés par cet accord. La compagnie Alitalia, tout le management de la compagnie Alitalia souhaite fusionner avec Air France KLM.
Ils le disent, ils le répètent. Nous souhaiterions évidemment poursuivre dans cette voie. Si les capacités financières ou le cours de l'action Air France KLM ne sont pas suffisantes à ce moment-là, nous essaierons de trouver tous les moyens pour conserver Alitalia dans le giron d'Air France KLM et concrétiser une opération financière. Mais vous voyez bien, encore une fois, ne pas disposer des capacités financières, que ce soit en argent ou avoir un cours de l'action qui est trop bas, nous empêche tout simplement d'avoir les moyens de faire une opération qui est stratégique pour nous. C'est bien la finalité du plan, de la première partie du plan de transformation de la restauration et de la compétitivité. Nos investissements se sont situés à un niveau supérieur à 2 milliards d'euros par an. C'est ce qui nous a permis d'avoir une flotte au meilleur niveau. L'âge moyen de la flotte d'Air France, c'est un petit peu moins de 9 ans actuellement, donc c'est plutôt une flotte jeune. Avec des avions qui sont non seulement modernes, adaptés à ce que demandent les passagers, mais avec des consommations carburant et des qualités techniques qui nous mettent au meilleur niveau. Nous pensons qu'il faut réduire ce niveau d'investissement assez sensiblement pendant les 3 prochaines années pour restaurer donc nos capacités financières. Cette réduction a été calculée de 2 manières. Premièrement, elle a été calculée de manière à maintenir la qualité de l'outil de production. Nous ne mettons pas en cause ni les ateliers, ni la qualité des avions. C'est la première chose. Et la deuxième chose, nous avons essayé de préserver, comme je l'ai dit tout à l'heure, les secteurs qui nous paraissent essentiels pour le développement futur de la compagnie, sécurité des vols et investissement dans tout ce qui est lié aux clients. Je voudrais dire que le niveau d'investissement antérieur des 4 dernières années notamment, qui est resté très élevé, ce qui explique la dette, comme je me suis permis de le dire au début, me permet de dire que la réduction envisagée sur les 3 prochaines années ne sera pas préjudiciable à Air France. Sur quoi va-t-elle porter la réduction ? Elle porte sur le niveau sur le nombre d'avions. Il y a des avions que nous décalons sur un certain nombre d'investissements au sol, sur un certain nombre d'investissements techniques, mais on avait, disons, la compagnie avait bien investi jusque-là. Elle était plutôt confortable. Donc voilà, nous serons un peu moins confortables sans pénaliser l'outil de production. Vous avez demandé une question sur la marge nette de la société. Alors je ne peux pas vous la donner pour 2011, les comptes n'ont pas encore certifiés ni n'ont pas été présentés au Conseil, mais la marge nette est plutôt négative du groupe Air France KLM. En ce qui concerne le trafic, le triplement du trafic à l'horizon 2030 est effectivement assez probable. Comme vous savez, le trafic augmente plus vite que la croissance économique. Il augmente un peu comme le commerce mondial et probablement un tout petit peu plus vite. Le triplement, malheureusement ou heureusement, enfin je ne sais pas de quel point de vue on se place, il est vrai, mais il ne se fera pas en Europe. Oui, non, mais justement, dans le monde. Donc il va se faire dans des zones qui sont plutôt évidemment la zone Asie, la zone Amérique latine, probablement l'Afrique. Donc pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il faut que nous développions les partenariats que nous avons avec les compagnies locales, voire peut-être des implantations locales. Peut-être qu'à horizon 10 ou 15 ans, les grandes compagnies internationales seront des compagnies qui auront des hubs mondiaux sur les grands continents. Ce n'est pas impossible. J'attire l'attention sur le fait qu'actuellement, les réglementations de l'OACI rendent ça très difficile, puisqu'elles sont très protectrices de leurs compagnies nationales. Ça a été l'essence même de la construction de l'aviation civile internationale après la guerre. Le deuxième moyen d'y faire face, c'est à partir de 2014, je pense, si nous retrouvons le chemin de la croissance, c'est de conserver un niveau d'investissement pour développer notre réseau international, notamment un niveau d'investissement avion qui nous permette de répondre à l'augmentation de ce trafic, en ayant les meilleurs avions possibles pour les meilleures destinations. Le modèle de croissance, vous avez introduit ce modèle de croissance. Je voudrais revenir un instant sur ce point. On a un modèle de croissance qui a marché jusqu'à la fin des années de la première décennie des années 2000. On y est là. Et qui était fondé dans les années 90 sur l'idée suivante, c'est qu'on faisait de la croissance rentable. C'est-à-dire que la croissance était suffisante pour absorber ce que notamment Jean-Claude Cross a évoqué tout à l'heure, qui sont la hausse des coûts. Actuellement, on a un ralentissement de la croissance, plus l'arrivée de nouveaux concurrents. Donc notre modèle économique antérieur doit être profondément transformé. Dit autrement, avant nous faisions de la croissance pour être rentable, maintenant il faut que nous soyons productifs pour être rentables et faire de la croissance. Et c'est pour ça
qu'on a engagé le plan de transformation. Et je crois que l'ensemble des personnels de la maison en est conscient. C'est donc productivité, compétitivité, afin de restaurer les marges financières pour retrouver la croissance. Et c'est dans ce sens-là que nous avons inversé, que je pense qu'il est nécessaire qu'on inverse le modèle de croissance. Alors, vous avez évoqué la perte potentielle d'emploi qui serait provoquée par la concurrence de compagnies du Golfe, enfin, de diverses compagnies locales, dont les compagnies du Golfe. Alors, le chiffre, j'invite à la prudence sur le chiffre, je ne sais pas si ça fait perdre des emplois. Ce qui est vrai, c'est que nous pensons qu'une concurrence qui ne serait pas loyale venant de compagnies qui n'ont pas les mêmes contraintes économiques que nous, fait globalement perdre des emplois à la France, même si on compte les emplois supplémentaires générés par la vente d'Airbus. Le solde est légèrement négatif. Le solde est légèrement négatif. Donc, il y a un compromis à trouver entre les droits de trafic demandés par les compagnies qui achètent massivement des Airbus. Je rappelle qu'ils demandent la même chose aux Américains, hein, et que nos partenaires américains de Delta ont la même préoccupation vis-à-vis de leurs autorités, pour les mêmes raisons, dans la même situation. Les gouvernements maintenant sont très vigilants dans l'octroi de droits de trafic, puisque vous savez que c'est comme ça que le système est régulé dans la plupart des pays du monde, sauf en Angleterre, qui a conclu avec les pays du Golfe des accords d'Open Sky à la sortie des années 60. Et British Airways a effectivement vu ses parts de marché s'écrouler. Je rappelle, juste pour l'information de la Commission, il existe un Manchester-Dubaï par A380. Petit exemple révélateur. Voilà. Vous avez ensuite, monsieur, mentionné la difficulté pour les passagers des annulations dites à chaud. Alors, je voudrais défendre la compagnie dans ce conflit-là, puisque nous avons fait des efforts considérables pour informer les passagers en avance. Et donc, ce qui nous a amené à faire deux choses. D'abord, nous avons développé des outils informatiques et de communication que vous avez peut-être expérimenté vous-même. Vous recevez des mails et des SMS pour vous expliquer quel est l'état de votre vol à l'avance. Sachez que nous envoyons près de plusieurs dizaines de milliers de mails et de SMS par jour en ce moment pour avertir nos passagers. Nous avons fait une deuxième chose, c'est que nous avons abattu notre programme à froid. C'est-à-dire à l'avance, nous avons annulé un certain nombre de vols et averti les passagers et rerouté les passagers soit sur nos partenaires, soit sur d'autres vols. C'est ce qui explique, vous l'avez vu dans le conflit actuel, qu'il y ait extrêmement peu d'encombrement pour l'instant dans les aéroports. Il y a, on a mis en place, sachez simplement que ces mesures d'abattement de programme, de reroutage, de renfort dans les aéroports coûtent une dizaine de millions d'euros à la compagnie par jour. Dans la situation dans laquelle nous sommes, je trouve que c'est assez malvenu. Voilà. En sus de ces mesures, nous sommes malheureusement, et tous les jours, et on le regrette beaucoup, obligés de procéder à des annulations dites à chaud, où les passagers sont là et où les équipages ne se sont pas présentés, notamment les personnels navigants techniques. C'est d'ailleurs une des raisons de la proposition de loi qui va être soumise à votre examen dans quelques jours, qui est que de demander au personnel de se déclarer 48 heures avant, c'est pour nous une manière de nous organiser, puisque les estimations de programme que nous faisons la veille, et sachez que nous y participons tous les soirs et tous les matins, on a une réunion de prévision de programme pour la journée du lendemain, ne peuvent se faire que sur des estimations, et évidemment, nous corrigeons nos estimations le jour même par l'emploi de réserves, mais ces réserves ne sont pas infinies. Voilà. Question suivante, je crois que vous avez évoqué les alliances et des rapprochements européens. Alors, comme vous le voyez, en Europe, maintenant, il y a trois grandes compagnies dites major. Vous avez British Airways, Iberia, ensemble. Vous avez Lufthansa qui a une constellation de compagnies autour d'elle avec Austrian et Suisse. Et puis il y a Air France KLM. Air France KLM, ils ont d'ailleurs montré le chemin en réalité de ces rapprochements européens. Y a-t-il matière à un rapprochement supplémentaire? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je ne suis pas sûr qu'en termes de concurrence, il soit possible de rapprocher deux très grandes majors. Je pense qu'il y aurait une vraie difficulté de concurrence. On le voit aux États-Unis où la situation est comparable. Vous avez trois grandes compagnies, American Airlines, vous avez Continental United et vous avez Delta.
le fait qu'American Airlines soit en faillite a amené les autres à regarder un potentiel rachat et on voit que la question de concurrence devient très difficile. Passer de 3 à 2, je dois dire, c'est un. Je pense qu'il faut être très prudent. Dernier point sur la descente continue. La descente continue, vu d'Air France, nous sommes plutôt favorables à la descente continue. Maintenant, il y a des conditions de régulation de trafic, d'encombrement et de sécurité des vols qui font que la DGAC légitimement considère que c'est un sujet à regarder avec soin avant de se lancer dans la descente continue. Mais pour nous, évidemment, en termes d'économie de carburant, c'est très favorable. Voilà. Et de raccourcissement des vols. Mais voilà, ensuite. Et de bruit. Et de bruit. Mais ça, c'est plus, je crois, pour les riverains que monsieur le sénateur représente. Mais, voilà. Auquel nous sommes sensibles. Mais pour nous, c'est la rapidité et l'économie de carburant est évidemment aussi là. Merci. Voilà. Monsieur le Président, j'ai 6 demandes de parole encore. Monsieur Denis, qui a sans doute décollé de Nice. Un certain nombre de questions ont déjà été posées. Ça me permettra d'être plus court, d'autant plus qu'à 12 heures, j'ai une audition sur le pôle de compétitivité. Donc, Monsieur le Président, je vous prie par avance d'excuser le fait que je ne pourrai pas, hélas, écouter votre réponse, mais je la lirai dans le compte-rendu. 3 éléments. Le premier, étant élu local plus d'une des communes qui accueille votre site, Sophie Antipolis, Valbonne Sophie Antipolis, je connais, je peux mesurer au quotidien l'attachement des personnels d'Air France à leur compagnie. Et ne pensez-vous pas qu'il y a une contradiction dans le fait que vous puissiez, dans un même mouvement, nous dire que depuis plusieurs années, la situation financière se dégrade, qu'il y a un problème de modèle économique, un problème structurel. Par ailleurs, avec un propos dans la réponse où vous nous dites que le niveau d'investissement antérieur explique la dette, donc la dette serait-elle provoquée par des investissements antérieurs trop élevés ou plus structurellement par un modèle économique vieillissant? Et face à ça, vous expliquez, nous n'avons plus le temps de tergiverser, pas de négociation en fait possible par rapport. Non mais cette question-là m'apparaît centrale. La responsabilité à un moment donné de décisions qui n'ont pas été prises en son temps, on peut le comprendre, mais forcément cela va peser. Et vous en avez souligné l'urgence des mesures à prendre. Donc cela va forcément peser dans le dialogue social et être une rupture par rapport à des pratiques qu'il y avait dans la maison. Air France, KLM. N'avez-vous pas une crainte majeure en la matière et quels sont les éléments qui vont permettre qu'il y ait un bon partage au-delà des informations, mais aussi du caractère stratégique des décisions à prendre. Excusez-moi du peu, le modèle économique pour les années à venir. Le deuxième élément. Monsieur Denis, si vous pouviez faire court. Je peux partir aussi, Monsieur le Président, non, mais en l'occurrence, je vais essayer d'être très synthétique. Le deuxième élément, c'est l'avenir de l'informatique dans le groupe. Le troisième élément, c'est par rapport à Amadeus, quelle est votre stratégie? Sachant que, dans un premier temps, vous avez réalisé une opération particulièrement intéressante, allez-vous poursuivre dans ce sens et, à terme, un désinvestissement de Amadeus ou poursuivre votre participation à Amadeus qui, elle, a un modèle économique particulièrement intéressant. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Moi, ça va être rapide puisque ma question portait sur le dialogue social. Alors, comme j'avais eu l'occasion de faire un stage d'une semaine à l'intérieur de votre groupe, il y a quelques années, vos réponses m'ont satisfaite. Je voudrais quand même toutefois m'attarder sur les difficultés avec les compagnies low cost. Moi là, j'ai de la peine à comprendre, EasyJet, etc., comment nous n'arrivions pas, comment votre groupe n'arrive pas à détacher ou par une filiale quand même à se mettre au même niveau, parce que ils apportent un service. Alors leur service est-il nettement moins de moins bonne qualité que le vôtre? Donc on joue sur la qualité, on joue sur la sécurité, on joue sur le service à bord, bien sûr, mais on est capable, on connaît l'excellence du service Air France, il est reconnu dans le monde entier, mais on est aussi capable d'aller sur ce terrain-là, on doit pouvoir y faire face. Et là, je ne comprends pas qu'on a des difficultés. Merci, Monsieur Vaugrenard. Oui, merci, Monsieur le Président. On a tous compris que la situation était complexe et surtout très préoccupante, avec une marge nette négative et une augmentation de la dette qui a été multipliée par 3 d'une année sur l'autre. J'ai bien compris qu'il était nécessaire probablement de négocier vite. L'inconvénient parfois des négociations trop rapides, c'est le risque d'arriver à des conflits. Par rapport à cela, est-ce que vous pouvez nous répondre sur le risque éventuel de délocalisation d'une partie de l'entreprise d'Air France, très précisément? Vous avez indiqué également que le carburant représentait un tiers du coût, ce qui bien entendu est important, notamment avec un baril du pétrole qui augmente et un cours de l'euro qui diminue, donc c'est la double peine en quelque sorte. Quels sont les moyens qui vous permettent de gérer cet aspect des choses? Je sais que c'est très compliqué. Vous avez indiqué que l'âge moyen des avions était de 9 années, donc a priori, il y a moins de consommation de carburant avec les avions plus récents que les plus anciens. Et enfin, la perte d'Air France est due, semble-t-il, essentiellement au court et moyen courrier. Est-ce qu'il y a des risques de diminution de trafic ou de lignes supprimées, parce que ça nous intéresse fortement dans le cas de l'attractivité de nos différents territoires? La parole à Marie-Noëlle Lienemann. Déficit et pourtant c'est quand même des secteurs stratégiques. Donc quelle stratégie vous imaginez pour ce secteur, d'autant plus qu'il y a de la concurrence avec le maritime? Deuxièmement, vous nous avez déjà répondu sur la question industrielle, mais j'insiste quand même lourdement. J'ai bien entendu ce que vous dites en filigrane sur le fuselage, sur le fait que quand même Air France n'est pas n'importe quelle entreprise en France et qu'il me semble quand même qu'il faut combattre au maximum les risques de faire travailler à l'étranger nos activités industrielles. Et ça me ramènera tout à l'heure sur la question du capital. Troisièmement, vous parlez des baisses des crédits d'investissement, mais tous les secteurs ne peuvent pas être traités de la même manière. Je pense à un secteur comme l'informatique, mon collègue Denis en a parlé. Quand on a un secteur informatique, quand on réduit de 11% l'investissement, là on a tout de suite une perte de compétitivité ou d'efficacité parce qu'on se trouve avec la nécessité dans ce secteur d'évoluer très vite. Or, c'est quand même la politique commerciale d'Air France est un élément tout à fait essentiel. Donc je me permets de dire que je voulais savoir quelle était votre stratégie dans la diversité des efforts à faire selon les investissements. Ensuite, les secteurs géographiques. Mais ça recoupe un peu ce qu'a dit notre collègue Vaugrenard ou ce qu'a dit Marc Donis. Quid de la plateforme d'Orly? Est-ce que vous avez des stratégies de modification de vos sites géographiques? Est-ce que sur l'informatique Toulouse-Valbonne, il y a des risques de modification? Et puis, il y a autour du débat qui est très important sur la concurrence avec les pays du Golfe, toutes les questions des hubs. C'est-à-dire comment les hubs régionaux pourraient ou non être utilisés par les compagnies du Golfe
pour commencer à favoriser leur entrée en France. En tout cas plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Enfin, je termine, le capital d'Air France. Pouvez-vous nous dire à peu près quelle est la masse de dividendes qui a été versée dans les 10 dernières années aux actionnaires privés d'Air France? Parce que j'entends bien que votre valeur capitalistique a baissé, mais on sait que le transport aérien est cyclique. Alors pour avoir été riveraine et maire d'une ville où Air Inter était déjà installé, donc je suis depuis de très longues années ce sujet, et j'entends cycliquement tous les 5-10 ans les mêmes sujets qui reviennent cycliquement. Et on m'a toujours expliqué que dans le transport aérien, le capital n'était pas rentable de manière continue, de la même manière. Ce qui, de mon point de vue, avait toujours pesé pour qu'une part de capital public soit importante dans les compagnies, pour qu'elles ne soient pas vulnérables aux aléas de la conjoncture. Donc je voulais savoir quelle stratégie vous avez quant à l'avenir de votre capital. Est-ce que vous souhaitez que la part de l'État puisse être renforcée ? Est-ce que vous imaginez des distributions d'actions gratuites à vos salariés? Par ailleurs, je reprends la question de notre collègue sur Amadeus, car il ne vous échappe pas qu'il y a aujourd'hui Air France à 15% environ d'Amadeus, ça fait pas tout à fait 1 milliard, 890 millions d'euros. Est-ce bien nécessaire d'y rester et n'est-il pas utile d'utiliser cet argent pour d'autres investissements? Merci. Voilà des questions concises. Comment les deux dernières? Monsieur Bourquin et ensuite Monsieur Teston. Monsieur le Président, des questions simples et directes. Vous nous avez dit que la situation d'Air France nécessitait des mesures et cela fait consensus dans l'ensemble du monde syndical. Simplement, il y a une question qui revient lancinante. Pourquoi travailler en 2 temps? Est-ce qu'il n'y a pas là derrière un temps politique qui se cache? Est-ce qu'aujourd'hui on a un temps post-élection présidentielle et législative? Et est-ce qu'il y aura l'essentiel du plan qui arrivera en juin? Vous voyez, je ne vais pas par 36 détours. Hein. Deuxième question, vous nous dites tout à l'heure la situation d'Air France nécessite des mesures et tout le monde en est persuadé. Vous ajoutez, avec ces mesures, dans quelques années, on peut se retrouver dans les tout premiers mondiaux. Est-ce que c'est une volonté de se retrouver dans les tout premiers mondiaux ou est-ce qu'il ne faut pas une compagnie nationale et internationale attractive plutôt que de vouloir jouer toujours dans les premiers de la classe? Est-ce que là, ce n'est pas une déformation? Parce que pour être un client d'Air France régulier, comme beaucoup de nos collègues, l'importance de l'attractivité, de la qualité de service d'une compagnie est fondamentale pour justement... Parce que le retour à l'équilibre ne viendra pas simplement des économies, viendra sur les nouvelles parts de marché et l'attractivité. Et c'est pour cela qu'il faut l'augmenter, cette attractivité. Dernière chose, excusez-moi, je suis encore un peu plus direct. On parlait d'économie. On parlait d'efforts du personnel. Est-ce qu'il sera partagé par tous? Est-ce qu'il sera juste? Et j'ai vu que il y avait un appel aux grands salaires, aux très hauts salaires, qui demandait à être ponctionnés. Est-ce que tous les salaires, et notamment les hauts salaires, parce que je pense que les hauts salaires d'Air France, le haut salaire d'Air France est assez important, montrera, vous savez, quand... moi, je suis maire d'une ville. Si jamais je ne montre pas l'exemple, c'est fait comme je dis, pas comme je fais. Et de ce point de vue, il y a en France une situation qui devient intolérable, où c'est toujours les mêmes qui font les efforts et rarement ceux qui sont au-dessus de l'échelle. Voilà, je pense que si ce plan de retour à l'équilibre doit fonctionner, il doit inévitablement entraîner l'adhésion du personnel. Il faut qu'il soit profondément juste. Michel Teston, pour finir. Oui, Monsieur le Président, à ma connaissance, il était prévu une intégration plus importante de KLM dans la structure commune Air France-KLM. Avec la nouvelle organisation, il semblerait, j'emploie le conditionnel, que cette dernière étape de la fusion entre Air France et KLM soit remise à plus tard.
Est-ce que cette remarque est fondée? Qu'en est-il réellement? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole pour finir et pour conclure en réponse aux différentes questions, plus ou moins directes d'ailleurs, de nos collègues. Alors, en ce qui concerne l'avenir de l'informatique, qui répond à deux de vos collègues, Monsieur le Président, pardon, je crois un monsieur qui est parti. L'informatique pour une compagnie aérienne, c'est absolument clé. C'est clé pour son exploitation, c'est clé pour sa relation client, puisque vous savez que maintenant, je donne ce chiffre, est intéressant, nous faisons 30% de nos ventes par Internet. Delta en fait 75%. Donc on voit bien la tendance, il n'y a pas de miracle. Hein, Alors ça ne veut pas dire que par derrière il ne faut pas des effectifs importants de support. Hein, mais ça veut dire que l'outil informatique pour la vente devient quelque chose d'absolument clé. On a parlé des systèmes que nous appelons en bon français de recovery. Ce sont les systèmes que nous mettons en œuvre actuellement pour informer nos passagers en cas de problème, la grève en ce moment, ça peut être un problème climatique, etc. Tous ces systèmes sont basés sur de l'informatique. Donc l'informatique, c'est absolument clé dans la maison. Ce qui est vrai, c'est que nous avons baissé notre budget informatique en essayant de ne pas toucher à deux catégories d'applications. Les applications qui tournent pour améliorer l'exploitation de la maison et les nouveaux développements qui visent les nouvelles technologies pour les clients. Par exemple, le fait de pouvoir faire beaucoup de choses à travers l'objet que je tiens à la main, qui sont les smartphones. Voilà, exemple de... Mais l'informatique n'a pas échappé non plus au programme d'économie. Je pense, pour connaître un tout petit peu ce sujet-là, que nous gérions peut-être un trop grand nombre de projets en même temps et que le resserrement des priorités était nécessaire sans mettre en cause, encore une fois, la compétitivité de la maison ni son efficacité. Si tu permets, on peut même dire que le personnel dans son ensemble, je ne parle pas du personnel informatique, le personnel dans son ensemble demandait un ralentissement du rythme des projets car les changements étaient trop nombreux en même temps. Donc ça n'était pas du tout incompatible avec le souhait général de la compagnie. Et pour avoir, dans ma vie précédente, fait beaucoup de technique et vendu beaucoup d'informatique, je considère qu'il faut faire attention dans la multiplication des projets pour pouvoir les mener à bien dans le temps et dans les coûts. Quand il y en a trop, en général, c'est un peu plus difficile. Je ne peux malheureusement pas, et vous m'excuserez, répondre sur la question d'Amadeus. Pour une raison simple, si je vous disais que je voulais augmenter la participation, le cours d'Amadeus monterait, je ferais donc une très mauvaise affaire. Et si je vous disais que j'allais vendre, le cours d'Amadeus s'effondrerait, donc je ferais aussi une très mauvaise affaire. Donc je vais peut-être ne pas me prononcer sur cette question. Simplement, un point, le plan de transformation qui donc porte sur 2,9 milliards pour le groupe Air France KLM, 2 milliards pour Air France, nous permet de rétablir notre capacité financière sans avoir à faire de désinvestissement. Ça, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, sauf cas de force majeure, mais qui ne se présente pas pour l'instant. Donc, si nous avions à faire un quelconque désinvestissement, il serait plutôt destiné à financer une opération d'investissement ailleurs. Voilà. Mais il se fait sans cela. Donc je m'excuse d'avance de ne pas avoir pu répondre très précisément à Amadeus, mais j'espère que la Commission le comprendra. Sur le low cost, pourquoi est-ce que nous avons du mal, comme toutes les compagnies d'ailleurs, toutes les compagnies historiques, à lutter contre le low cost? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le low cost s'est bâti sur un modèle bas coût, pas de service, qui s'adresse à une clientèle pour laquelle le prix est important et seulement le prix. Et elle s'est bâtie sur un deuxième modèle géographique qui est le modèle point à point. C'est-à-dire que les low cost, vous avez remarqué, font la desserte d'une ville à l'autre indépendamment des correspondances. Nous, une très très grosse partie de notre réseau court et moyen courrier alimente les hubs de Roissy et de Schiphol pour ensuite alimenter notre réseau international. Donc c'est une contrainte que les low cost n'ont pas du tout. Nous offrons, nous, un service tout compris, avec un prix qui est peut-être un peu plus élevé, mais si vous regardez vraiment tout ce qu'on paye sur une low cost,
pour le même service, vous apercevrez très souvent, notamment si vous voulez partir au jour où c'est un peu plus encombré, c'est toujours la même chose. Si vous partez le mardi à 14 h ou le vendredi à 18 h, vous n'aurez pas tout à fait le même prix. Vous apercevrez que le cumul des suppléments demandés par les low cost dépasse assez souvent, et je crois que le test vient d'être fait publiquement sur un Paris-Milan, le prix offert par Air France ou par Alitalia. C'est intéressant. Donc, alors comment est-ce qu'on cherche à lutter contre cela? Et puis, pardon, troisième caractéristique des low cost, ils ont opéré avec des conditions économiques et sociales qui sont beaucoup moins chères que les compagnies historiques. Voilà, soit parce qu'ils sont, ils sont plus jeunes, ils sont immatriculés en général dans des pays où les coûts sociaux notamment sont moins élevés. Ils ont une flotte plus jeune. Ils n'ont souvent pas de personnel au sol. Ils font simplement appel au personnel au sol qui existe et qui est fourni soit par l'aéroport, soit par des compagnies, soit par d'autres compagnies. Donc leur structure de coût est extrêmement basse, ce qui n'est pas notre cas. Alors comment est-ce que nous souhaitons lutter? Nous avons fait les basses provinces en demandant un effort de productivité important, accepté, négocié par les personnels, et qui est d'ailleurs un véritable succès, notamment un succès social. Je n'ai pas rencontré dans l'ensemble d'Air France, où pourtant les personnels sont attachés à la maison, de gens plus attachés, plus motivés qu'à la base de Marseille. C'est très très remarquable, qui est donc notre première base de province. Nous avons aussi peut-être à réfléchir à opérer une partie de nos lignes à partir d'une compagnie qui serait différente, peut-être filiale d'Air France. Nous en avons déjà une qui s'appelle Transavia, comme vous le savez, qui fonctionnerait peut-être sur le modèle des low cost. Là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Voilà, donc voilà comment nous allons essayer d'opérer ce marché, en ayant dans l'idée la chose suivante, c'est que nous pensons qu'il y a deux segments de marché. Il y a le segment des gens pour lequel le prix est absolument clé, qui sera opéré par quelque chose qui ressemble à des low cost et par un système low cost. Et puis il y a un segment de marché des gens qui sont prêts à payer, sachant que ces segments évoluent dans le temps et ne sont pas les mêmes en fonction des lignes. Vous imaginez bien que le segment des gens qui sont prêts à payer est plus fort sur une destination où il y a beaucoup de passagers dits business, que des segments touristiques. C'est ça le point. Est-ce que nous allons trop vite pour nos négociations sociales? Je ne veux pas ici qu'on se trompe sur nos intentions. Il ne s'agit pas de confondre vitesse et précipitation, mais il s'agit quand même d'aboutir à une négociation que nous espérons la meilleure possible dans les délais qui ne sont pas les délais habituels de la maison, qui est un tout petit peu, disons, qui prend son temps. Voilà. Et je pense que moi, je n'ai rien contre le fait de prendre notre temps, sauf le fait que nous sommes malheureusement sur une contrainte financière qui ne nous le permet pas. Donc je pense, et je crois d'ailleurs que les partenaires sociaux, ou en tout cas une partie d'entre eux, sont convaincus de l'exigence de vitesse et d'urgence. Est-ce que nous faisons très attention aux questions de délocalisation industrielle? Oui, nous faisons extrêmement attention à ce sujet-là. Nos personnels, d'ailleurs, y font aussi extrêmement attention. Donc voilà, c'est un sujet qu'évidemment nous gérons au millimètre et que nous gérons d'ailleurs avec l'idée de remplir et de charger, pour prendre l'expression industrielle, les ateliers et les usines que nous avons en France en priorité, évidemment. Nous avons fait des investissements considérables pour, encore une fois, je le dis, un outil industriel qui est d'une qualité remarquable, qui a des investissements énormes. Il ne s'agirait pas de ne pas charger cet outil industriel. L'avenir du cargo. Alors, le cargo est une activité qui est importante dans une compagnie comme Air France KLM. Nous opérons 15 avions tout cargo, 10 pour KLM, à peu près 5 pour Air France, sur nos deux bases de Charles de Gaulle et de Schiphol. Le cargo est dans une situation difficile pour une raison, c'est que, comme vous le savez, c'est un indicateur avancé de la conjoncture économique. Le cargo est très 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 élastique à la conjoncture. Quand ça va bien, le cargo va très très bien, mais quand ça va mal, le cargo va très très mal. Donc en ce moment, je dois reconnaître qu'avec le ralentissement du second semestre 2011, on est dans une situation difficile. Donc il y a tout un plan de restauration de la compétitivité du cargo sur les deux bases de Schiphol et de Charles de Gaulle, et avec le souci d'essayer de maintenir une activité cargo dynamique. Sachez quand même, pour votre information, c'est que nous avons non seulement la concurrence avec le maritime, mais qu'on a la mise en place de capacités considérables sur l'Asie par les compagnies chinoises. Donc elles mettent des capacités cargo, évidemment, ça fait s'effondrer les prix.
Et bizarrement, de manière intéressante d'ailleurs, presque paradoxale, dans les derniers mois, les exportations Europe vers Asie se sont maintenues, mais les importations Asie vers Europe se sont effondrées. Notamment Hong Kong, Europe, qui était une des lignes cargo les plus dynamiques. C'est assez paradoxal, je veux dire, mais c'est un constat que nous faisons. Secteur géographique, est-ce que nous allons modifier nos sites d'Orly, de Toulouse et de Valbonne? La réponse est non. Ils restent tels quels. Orly va être le centre de notre réseau point à point en plus. Sur l'escale d'Orly va être le centre de notre réseau point à point. C'est un des maillons importants de la réforme de notre réseau courrier moyen courrier. Avec les bases de province, ça va constituer le cœur de notre réseau point à point et des compagnies régionales également. Les dividendes. Sur les 5 dernières années, nous avons distribué 0 de dividendes. Sur les 10 dernières, je n'ai pas le chiffre en tête et je crois que c'est extrêmement limité. Ouais, j'ai un peu le souvenir, c'était tout à fait epsilonesque, mais il faut remonter très très loin pour trouver des dividendes. Pour trouver un dividende. Ce qui est d'ailleurs, que ce soit actionnaire privé ou actionnaire public, un problème, puisque si on veut un jour attirer de nouveaux actionnaires dans la France, il faudrait qu'on puisse de temps en temps leur offrir une perspective du dividende. Je crois que ce ne serait pas déplacé. Et compte tenu du caractère risqué et cyclique du secteur de l'aérien, il faut avoir aussi quelques arguments, sonnants et trébuchants pour que l'épargne des actionnaires et leurs fonds puissent venir chez nous. L'avenir du capital, moi je ne me prononce pas sur le fait que l'État monte ou descende, il ne m'appartient pas de me prononcer sur cette question. Le capital de la maison, moi je trouve qu'il doit servir à deux choses. S'il peut servir à nouer des partenariats, c'est une très bonne chose. C'est dans le fond ce que nous avons fait avec KLM. C'est une excellente chose. Voilà. S'il ne peut nous servir à faire des opérations financières avec notre propre monnaie, c'est une excellente chose. Et c'est pour ça qu'il faut que cette monnaie, elle vale quelque chose. Elle vale le plus possible. Et troisièmement, nous sommes très favorables à Air France, il y a eu des opérations dans le passé, et à redévelopper l'actionnariat salarié. Très, très, très favorable. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs, si je puis me permettre ce trait, mais le fait d'avoir une action dont le cours n'est pas très élevé a tous les inconvénients de la Terre, sauf un, c'est que le fait de distribuer aux salariés leur donne une perspective d'augmentation future. Voilà. Pourquoi avoir fait un plan en 2 temps? Cette question a été effectivement relevée plusieurs fois. Et l'interférence avec les échéances politiques également, je vous prie de croire que l'interférence avec les échéances politiques est un élément de 2 ou de 3e rang. L'élément fondamental, c'est que le premier temps représente plus de la moitié du plan. Le premier temps, c'est le 15 janvier, c'est 1,2 milliard sur 2 milliards pour Air France. Donc c'est la partie financièrement la plus substantielle du plan. Deuxièmement, le deuxième temps est fondé sur 2 points qui exigent pour nous de travailler. Nous devons travailler le modèle économique, restructuration du courrier, du moyen courrier, amélioration du long courrier. Il y a des semaines de travail que nous voulons mener en accord avec les salariés pour être sûrs qu'ils adhèrent, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils adhèrent aux solutions que nous proposons. Donc ça se fait pas en 2 jours, pardon, mais moi je ne sais pas le faire en 2 jours. Et nous avons prévu, rien que pour le constat et pour l'identification des pistes, de travailler 2 mois et demi. Donc nous serons prêts fin mars. Et je trouve que c'est déjà rapide. Deuxièmement, sur la base de ce nouveau modèle économique, nous aurons à renégocier les accords avec les partenaires sociaux. Dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle qu'on met en place, cette négociation, on la veut rapide, elle ne peut pas non plus, ou sinon alors, il faut que je n'ai pas compris, on risque d'être retaxé de précipitation, que cette négociation se fasse dans des délais qui soient excessivement courts. D'ailleurs, si on veut préciser ces 2 temps, j'ai dit au début quel était l'objet de nos négociations. Nous avons dans un premier temps les mesures d'urgence que j'appellerais unilatérales, c'est ce qui ne suppose pas de dénonciation d'accord, et dans un deuxième temps, à partir du 10 février, donc à partir de vendredi, une information pour une possible dénonciation des accords, et après, il y a tout le temps de la négociation qui, nous l'espérons, doit se dérouler le plus rapidement possible, mais nous ne sommes pas maîtres de ce que sera l'issue dans le temps des négociations avec les partenaires sociaux. Donc les 2 temps sont simplement une modification, je dirais, juridique de ce qu'est l'effort social à accomplir. Dans le domaine social, c'est ça. Est-ce que la volonté d'être premier mondial fait l'objet résulte d'un rêve, d'une volonté de puissance inadaptée?
qui ne serait pas adapté. C'est pas du tout le cas. Je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles être dans les premiers mondiaux est important. La première, c'est que nous sommes dans une industrie qui est capitalistiquement très très intense. C'est paradoxalement une industrie de services à très très forte intensité capitalistique. Et donc, en général, dans les très fortes industries, enfin des industries à forte intensité capitalistique, la concentration et l'économie d'échelle étaient absolument essentielles. Donc c'est pour ça. Donc ça pousse à la croissance. Deuxièmement, nous avons été le premier mondial jusqu'il y a 3 ans. Donc ce n'est pas le rêve ou l'illusion que de vouloir y revenir. Troisièmement, la force du réseau Air France-KLM, c'est ça, c'est son développement international, c'est son déploiement international. Si nous voulons tirer parti de la croissance future qui se fera plutôt dans des zones hors Europe qu'en Europe, je crois qu'on a intérêt à croître soit par des partenariats, soit par des acquisitions, soit par toute mesure possible dans ces pays-là, ce qui exige, ou dans ces zones-là, ce qui exige pour nous de grossir. Voilà, c'est ça qui motive le projet que nous avons proposé au personnel et à la compagnie. Est-ce que l'effort sera partagé par tous? Oui, d'abord à toutes les catégories de personnel, on va demander un effort. Est-ce qu'il sera partagé par la catégorie de la direction? Certainement oui. Nous avons, pour la direction générale, par exemple, réduit l'enveloppe de part variable en moyenne 10, oui, c'est ça, de moitié. Pour moi, c'est la même chose, puisque vous me demandez ce qui correspond à une réduction de 25% de propre rémunération. Nous avons supprimé un certain nombre d'avantages liés au poste de direction et nous sommes en train de réfléchir à la manière dont nous attribuons un certain nombre d'avantages qui étaient liés historiquement, d'ailleurs, en termes de billets, etc., de billets gratuits. De voyage dans des classes supérieures, nous voyageons maintenant dans les classes inférieures, ça me paraît d'ailleurs tout à fait normal. Voilà. Ça va de soi, l'exemplarité, je vous suis tout à fait sur ce point, commence par le haut. Je voudrais rappeler à ce sujet que, je le disais au début, nous avons un rythme d'évolution des salaires qui est sensiblement trop élevé, c'est lié à l'ensemble de nos accords. Si on prend les 5 dernières années, l'ensemble du personnel, hormis les cadres dirigeants, a une augmentation de salaire qui a été comprise entre 3 et 3,5% par an. Sur les 5 dernières années, les cadres dirigeants ont eu sur 4 ans un blocage de salaire sur les 5 ans. Et pour le reste, la baisse de rémunération résultant cette année de la réduction par 2 de la rémunération variable est de 17%. Dernier point sur l'intégration avec KLM. Donc l'intégration avec KLM, elle en est à un stade où une partie des fonctions est intégrée, tout le réseau international est intégré, l'informatique est intégrée, la finance est en cours d'intégration et va d'ailleurs être transférée au groupe. Il y aura des directions financières par société, mais avec une direction financière groupe. Il y a un certain nombre encore d'étapes à franchir, mais sachez que l'intégration totale des deux compagnies est un peu difficile, puisque chacune opère de ces deux hubs avec ses personnels localisés dans chacun de ces hubs. Donc, nous ne voyons pas de sens particulier à intégrer, par exemple, tous les PNC ou tous les pilotes. Outre que les règles sociales sont très différentes, que les avantages respectifs ou que les contraintes respectives des catégories de personnel sur les deux pays ne sont pas les mêmes, et qu'il n'apparaît pas nécessaire de les aligner. S'il nous apparaît nécessaire, on le ferait, mais il n'apparaît pas nécessaire de le faire. Donc l'intégration se poursuit. C'est vrai que pour l'instant, la priorité et l'accent a été mis sur les mesures de redressement financier des deux compagnies, je le confesse humblement, et donc cette intégration elle se poursuit, mais à un rythme qui est un peu ralenti. Il n'empêche qu'à l'horizon 2014, un certain nombre de fonctions supplémentaires auront été intégrées dans la holding Air France-KLM pour les deux compagnies. Elle n'est pas du tout au point mort, cette intégration, car nous avons des directions jointes. Je pense à l'industrie, je pense à l'informatique, je pense à l'international, donc je pense au cargo. Donc l'essentiel des grandes directions de la compagnie est maintenant jointe entre les deux compagnies. Merci, Monsieur le Président, d'abord d'avoir distrait cette période de fin de matinée pour vous faire auditionner. Vous avez bien vu le nombre de questions. Je conçois que vous avez en ce moment des préoccupations à la fois vis-à-vis des négociations, mais aussi, bien sûr, concernant l'ensemble de la compagnie et son avenir. Et en tous les cas, je vous souhaite bon vol, si j'ose dire, pour la suite des opérations. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Voilà pour cette audition du PDG d'Air France. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la revoir, notre site internet publicsena.fr. Très belle journée à tous.